السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثاني علوم رياضية. إذا سنفتتح اليوم إن شاء الله الجزء الأول من درس ستركتور ديسباس فيكتوريال. إذا في التصميم عندنا غادي نشوفوا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن، ثم غادي نشوفوا لا ستركتور فيكتوريال، نتناولوا بعض التمارين وبعض الأمثلة التوضيحية. قبل هذا نبدأ بتذكير أشنا هو قانون تركيب داخلي، loi de composition interne. Donc, loi de composition interne, je vous rappelle, c'est une application d'un ensemble E, croix E, E non vide, vers E, qui, au couple XY, on associe F de XY. و F de XY كما قلنا عبرنا عليها X étoile Y أو XTY أو X دلتا Y اكسيتيرا اكسيتيرا. إذا هنا فقط للتذكير، دونك هي قلنا تطبيق عموما من صورة إكس إيكغيك كتكون واحد ليليمون اف دو إكس إيكغيك كي سوغا نوتي إكس إتوال إيكغيك. Si vous vous rappelez ici, c'était pour le cas E égale R moins 1 sur K. C'est un exemple que nous avons traité dans les dernières séquences. ثم هاد la loi entité هنا vous voyez que la E c'est C tout entier. يعني هاد l'élément هذا إلا خديت Z بريم سون دون C tout simplement moins 3i غادي تبقى في C لأن Z بريم est dans C. وهاد l'exemple T, le dernier exemple, si vous vous rappelez bien, c'est une expression intéressante qui est liée avec la physique relativiste comme nous l'avons noté. هذا c'était vérifié sur l'ensemble E égale moins C ouvert C. Voilà. Alors, إذا كانت la loi interne هي هذه كتمشي من l'espace E croix E vers E. Donc d'abord une loi externe. En général, regardez la différence qui sera. Donc loi externe. Alors, regardez bien s'il vous plaît. Le E, on va le changer par un autre ensemble. L'ensemble des opérateurs. Notons le cas, la plupart des cas, un corps commutatif. Mais la définition n'exige pas pour le moment qu'il soit un corps. C'est tout simplement cas différent de E. Donc, toute application, cas croix E, vers E, toute application, je peux la noter si vous voulez, F, G, pour ne pas confondre avec F G, de cet ensemble-là vers cet ensemble-là sera appelé et dite loi externe. Sera dite loi externe. Alors, donnons tout de suite des exemples. Donc des exemples في الحالة إذا كانت E ناخذ سيدي E هي R وناخذ K هي N. في هذه الحالة هذه مثلا mon couple, regardez bien, mon couple NX, je vais lui faire associer واحد la quantité qui doit rester dans E اللي هي R. مثلا نقدر ندير X plus N. Je vais dire que ça définit une loi externe. Sinon, je peux aussi dire une deuxième loi. Alors, regarde l'exemple loin. Le deuxième exemple sera le cas classique que vous savez, la puissance, etc., etc. Alors là, déjà, c'est deux exemples. Donc là, exemple. Donc, on a un, ou deux. L'exemple 3, je peux me placer en disant, on dit que E, il y a l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. On a K ou R. Et ça serait, usuellement, c'est la plupart des temps, on va utiliser des exemples qui s'approchent de ça. Donc, ma loi externe, ça sera défini. On dit, les éléments le corps, le cas du corps, on va les appeler des opérateurs scalaires. Alors, alpha, on dit là, on dit une matrice A
B, C, D. Donc il aura pour image la chose que je vais noter. Regardez là, la notation est très très importante en mathématiques. Point. On va dire la matrice et je me retrouve avec ce que vous connaissez déjà. Le produit d'une matrice par un nombre, les rois, tout simplement, c'est alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Voilà donc, c'est l'ensemble, le résultat, il appartient à M2 de R. Donc notez cette différence entre loi externe et loi interne. Donc rappelons que cette notion de loi externe, il a été étudié de manière implicite lorsque vous avez fait les vecteurs du plan. Lorsque vous avez travaillé avec les vecteurs du plan, je vous rappelle que vous connaissez si AB est un vecteur du plan, vous savez comment, si vous voulez multiplier 3 pour obtenir 3AB, ou bien moins 2 fois AB. Alors là, vous voyez, donc en fait, c'est une loi externe, mais ce qui a été à l'époque défini de manière implicite, parce que là, c'est un scalaire, il appartient à l'ensemble des opérateurs R, et là, c'est un vecteur qui appartient au plan vectoriel V2. Voilà. Mais, à côté des exemples, je vous dis toujours qu'il faut aussi citer contre-exemple. Alors là, je rappelle que le produit scalaire que vous connaissez, le produit scalaire U fois V, alors là, ça, c'est pas une loi externe. Parce que là, vous savez que ça, c'est un scalaire. Même sa valeur là, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle fois cosinus de UV. Alors ça, c'est pour vous dire que ce produit scalaire-là, même si on en note par la même notation, point, sauf que ça ne constitue pas une loi externe. Donc, alors le produit scalaire, tel que vous le connaissez, ne définit pas une loi externe. Ne définit pas une loi externe. Parce que, regardez, parce que je vais de mon ensemble, donc si vous voulez V2 croix V2, et là, vers R. C'est-à-dire là, je n'ai pas ma formulation que j'avais dit, une loi externe, et qui connaît un ensemble, croix E, vers E. Vous voyez, donc ça, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas une loi externe. Bien. Le scalaire ne définit pas une loi externe et bien sûr, il ne définit pas aussi une loi de composition interne parce que là, le R, ce n'est pas le V2, ce n'est pas le plan V2. Voilà, donc il ne définit ni loi externe, ni loi interne. Toujours dans ces rappels, nous avons traité la notion de groupe. Alors, la notion de groupe, on avait exigé une loi. D'accord? Une seule loi, et qui était bien sûr associative, l'élément neutre, tout élément est inversible, etc. Alors, si je la notais de manière plus, voilà, nous avons parlé de la structure de groupe. Ensuite, lorsque nous avions ajouté une deuxième loi, nous avions défini la notion d'anneau, en disant que multiplier doit être associatif, doit être distributif par rapport à plus, etc. etc. Alors maintenant pour la nouvelle structure que je vais essayer de définir, celle d'espace vectoriel, je vais donc considérer un ensemble E, non vide. Je vais le munir de deux lois, la loi plus et la deuxième loi. Alors celle-là, c'est une loi de composition interne, mais celle-là, je vais exiger qu'il soit une loi de composition externe. Alors donc là, LCI, loi de composition interne, et là, c'est très intéressant, loi de composition externe. Alors,
Donc déjà, si vous voulez, permettez-moi de donner une définition. Donc, définition. Même si je sais que la définition doit être l'aboutissement et la distillation de beaucoup de choses, contrainte comme vous le savez, du temps, donc je vais essayer de motiver cette définition. Donc, dans la définition, je vais dire que E, l'ensemble qui est bien sûr non vide, menu de deux lois, j'ai dit la première elle est interne et la seconde elle est externe, sera dit espace vectoriel. Alors, espace vectoriel. Alors là, je vais exiger que cette loi de composition externe soit matérialisée, si vous voulez, par R. Dont les opérateurs sont dans R. Dont les opérateurs, c'est-à-dire les scalaires, les opérateurs sont des réels, sont dans R. Là, pour compléter ma définition, sera dit espace vectoriel sur R si, et seulement si, les 8 axiomes suivants. Alors, les premières 4, c'est tout simplement, donc E, menu de la loi plus, et tout simplement est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Alors, essayons donc de voir, de rappeler le fait que ce soit un groupe commutatif. Donc, vous voyez qu'il y a associativité. Les éléments donc de E, on va les appeler des vecteurs. Donc, les éléments de E, donc ces éléments seront appelés vecteurs et seront notés par du type notation usuelle U avec une flèche au-dessus. Donc, et on va préciser dans la suite que ces vecteurs-là, ils peuvent être des fonctions, comme ils peuvent être des matrices, comme ils peuvent être des éléments abstraits. On va voir selon les situations. Donc, je vais dire que ça, c'est un groupe. Groupe, vous savez bien, ça veut dire que plus est associative. Donc, je vais dire associative. Et là, j'ai exigé que le groupe soit commutatif. Donc, commutative. L'existence de l'élément neutre. Donc, l'élément neutre sera noté. L'élément neutre sera désigné, si vous voulez, par la notation. Ça. Et puis, nous avons dit quoi d'autre? C'est que tout élément est symétrisable. C'est-à-dire que là, on va parler de l'opposé. C'est-à-dire là, le symétrique, ou l'opposé de U sera, le vecteur V sera V tel que, donc U plus V égale le vecteur nul. Donc V, on le notera dans la suite, tout simplement, c'est moins U. Alors on précisera au fur et à mesure ces notions. Autre définition. Si ça c'était la partie grand 1 de la définition, c'est que E plus est un groupe commutatif. Alors grand 2, on va ajouter la chose suivante. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé, bien sûr, si vous avez remarqué, de la loi externe. Il faut maintenant parler de cette loi. Donc, la première chose là, pour cette loi externe, il faut que si je prends donc deux éléments, alpha et bêta scalaires, là faites attention s'il vous plaît, c'est très intéressant. Alors là, regardez, c'est ce que je vais appeler l'associativité mixte. Pourquoi l'associativité mixte? Vous allez comprendre tout de suite. Alors là, regardez. Là, ça me fait la loi externe, parce que j'ai un scalaire et un vecteur. J'obtiens un vecteur. Alors là, ça, c'est vecteur. Par suite, là, c'est la loi externe. Donc, c'est bien un point. Alors, maintenant, cet axiome-là, je vais composer entre alpha et bêta. Alors là, tout simplement, c'est le produit entre deux réels. C'est le produit usuel. Et là,
je vais rajouter encore une deuxième fois la loi externe, donc U. Donc là, je vais dire pour tout vecteur U dans E, et bien sûr pour tout alpha bêta dans R. Donc voilà, c'est ce que j'appelle l'associativité mixte. Alors la deuxième chose, c'est une sorte de distributivité, mais par rapport à la loi externe. Donc j'aurais donc dire la même chose. Donc alpha plus bêta. Alors là, c'est la loi externe, donc je vais faire vite. Multiplié donc par le vecteur U, ça doit me faire donc alpha U plus bêta U. Donc c'est une sorte de distribution. Bien sûr là, prenez le début le soin de bien comprendre cette chose-là. Alors là, bien sûr, ça doit être vérifié, quel que soit alpha bêta dans R et quel que soit le vecteur U dans mon espace E. Ensuite, là, donc j'ai pris deux scalaires et un vecteur. Donc je fais la même chose en prenant cette fois-ci un seul scalaire et j'aurai là deux vecteurs. Donc là, ça va me faire, donc là, c'est la loi externe. Et bien sûr, maintenant, puisque vous avez compris la chose, donc là, ça va me faire alpha U plus alpha V. Et finalement, donc là, même chose, je rappelle ici, donc quel que soit alpha dans R, le scalaire, et quel que soit UV dans E. Et puis le huitième axiome, j'avais dit 8 axiomes si vous vous rappelez bien, donc je dois avoir finalement, quel que soit U dans l'espace E, je dois avoir 1. Alors là, 1 c'est le réel, si vous voulez, donc 1 U, tout simplement, ça sera égal à U. Donc, si ces axiomes-là sont vérifiés, alors nous disons que E est un R espace vectoriel ou bien espace vectoriel sur R. Donc, pour abréger, E sera dit R espace vectoriel. Là, pour juste une abréviation. Quelques exemples. Donc, l'exemple là, je commence par C plus point est un espace vectoriel sur R. Mais précisons qu'est-ce que la loi externe, parce que la loi de l'addition, elle est connue. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, si je prends alpha dans R, alors ici, Z est égal à A plus BI, avec A, B, sa partie réelle et imaginaire. Alors, j'aurai quoi? J'aurai donc alpha.z, vous voyez comment on pourra essayer donc d'imaginer une définition. Ça serait donc alpha, tout simplement alpha A, c'est comme je fais la multiplication ordinaire, je vais tomber sur cette même formule, plus alpha B fois I. Alors, vérifiez s'il vous plaît que C+, d'ailleurs C+, vous connaissez que c'est un groupe qui est commutatif. Il vous reste maintenant à vérifier les 4 derniers axiomes. Alors là, je dis même chose, comme exemple de référence, de base, M2 ou 3, c'est-à-dire soit les matrices carrées d'ordre 2 ou 3, ils vont constituer un R espace vectoriel avec la loi externe, c'est la multiplication par tous les coefficients de la matrice. Alors là, c'est l'ensemble des fonctions définies d'un intervalle I vers R, menu de la loi plus I multiplie, c'est un R espace vectoriel. Là, je dois préciser plus. Donc, qu'est-ce que la somme? Donc, si je prends FG dans cet ensemble-là, c'est-à-dire deux fonctions, alors il faut apprendre là maintenant à raisonner. C'est comme ces applications-là, elles vont devenir des vecteurs. Les matrices, c'est en des vecteurs. Parce qu'on appelle les éléments d'espace vectoriel des vecteurs, tout simplement. Donc, quelle sera la somme? La somme f plus g, ici, ça sera une fonction qui sera définie de la manière suivante. Une fonction, elle est définie par la connaissance de ces images. Donc, si je prends là f plus g, la nouvelle fonction, je lui applique x,
Ça, je le pose par définition. Tout simplement, c'est f de x plus g de x. Voilà donc la manière par laquelle je définis l'addition de deux fonctions. Voilà. Donc, si je prends maintenant, donc là, soit fg dans f de r et lambda ou k, comme vous voulez, lambda, un scalaire dans R. Donc, maintenant, comment je vais définir la loi externe? Lambda F. Voilà. Là, c'est le vecteur. Comment je le définis? Je le définis par la connaissance de l'image de X, qui sera tout simplement lambda fois F de X. Et là, bien sûr, je dois ajouter pour tout X, parce que j'ai un ensemble sur lequel je travaille, pour tout X dans I. Donc vous voyez bien que F plus G et lambda point F ils sont bien définis. Il vous reste encore à vérifier les 8 actions. Bien sûr, je vais supposer que vous sachiez déjà que cet ensemble-là est un groupe, parce que même plus, si j'ajoutais la multiplication des fonctions, ça devenait un anneau qui n'est pas intègre. Propriété là, règle de calcul dans un R espace vectoriel. La première règle, quel que soit alpha dans R, scalaire alpha, loi externe, point, si vous voulez, vecteur nul, ça doit me faire combien? Alors est-ce que ça c'est logique? Commencez toujours par vérifier l'homogénéité. Là, vous voyez que là, ça doit être un vecteur. Et là, donc forcément, le 0, ça n'a pas de sens. Donc je dois corriger. Je fais exprès pour que vous suivez. Donc ça doit me faire le vecteur nul. Alors, bien, là, par quelle chose je dois faire la loi externe ici pour avoir le vecteur nul, le produit le vecteur nul? Donc, bien sûr, faites attention, c'est le réel 0 et non pas le vecteur nul. Alors là, la propriété 3, alors là, il me dit que moins U, c'est tout simplement moins 1 point U. Et puis finalement, la règle type intégrité, si vous voulez, loi produit nul. Donc alpha point U nul, si seulement si. Donc alpha c'est 0 réel, ou la U c'est le vecteur nul. Donc il y aura bien sûr d'autres propriétés, c'est pas la peine de le faire tous, ça va s'acquérir avec la résolution des problèmes, tels que la distributivité avec des moins, etc., etc., l'associativité mixte avec un point, avec un moins, etc., etc. Mais les principales règles de calcul sont celles-ci. Bien, essayons donc d'en donner des preuves. Donc, démontrons quelques-unes. Par exemple, celle-là. Donc, bien sûr, là, donc alpha point 0. L'idée, c'est la technique qu'on avait utilisée avec les anneaux. Donc, je peux faire comme ça. Plus le vecteur nul. Voilà. Et ça va me faire, via les propriétés, là, ça va me faire ça. Plus alpha point 0. Donc, vu que cet élément, si vous voulez, le symétrique, son opposé, c'est celui-là, donc j'aurai d'où, une sorte de régularité, d'où alpha point le vecteur nul, donc c'est le vecteur nul. Et voilà. Donc là, c'est I. 2I. 2I, si vous la prenez de cette manière-là, donc vous voyez, donc ce sont des choses qui vont se... Donc je vais refaire la même technique, mais en agissant sur le 0 réel. Donc c'est 0 plus 0. Alors, point U. Et là, vous savez bien qu'on a aussi cette propriété-là. Revoir le deuxième bloc des 4 dernières actions. Donc ça doit me faire donc 0.U plus 0.U. Et là, je retrouve d'où aussi donc 0.U. C'est aussi égal à 0. Pour la propriété 3i. La propriété 3i, vous regardez là. Donc il suffit que je fasse donc ce calcul-là. Donc par exemple, je vais faire ça. Moins 1 point U plus, alors là, qu'est-ce que je vais faire? Oui, plus U. Mais là, je rappelle le 8e action du deuxième bloc. Ça doit me faire moins 1 point U plus, comme U, c'est 1 point U. Donc, et
Deuxièmement, maintenant, on va appliquer la distributivité. Ça va me faire mixte, ça va me donner ça. Moins 1 plus 1, le tout, point U. Et ça, bien sûr, c'est 0, point U que nous connaissons, qui est égal vecteur nul. Voilà. Je vous laisse faire le soin de faire celle-là. C'est juste un petit exercice d'entraînement. Alors, dans ce sens-là, vous voyez que c'est trivial, ce sens-là. C'est l'un nul ou l'autre, c'est le vecteur nul. Alors, vous appliquez 2i, 3i. Dans l'autre sens, on aura quelque chose. Ça, j'espère que vous l'avez appris, cette technique-là. Lorsque j'ai à démontrer que P implique R ou S, sachez bien que la technique usuelle, je suppose non R et je démontre S. Donc là, si je suppose que alpha il est non nul, donc je vais partir du fait, donc si alpha non nul, voilà, non égale à 0, donc alpha point U égale le vecteur nul implique alpha moins 1 point alpha U égale le vecteur nul. Et là, vous voyez que je vais appliquer l'associativité mixte. Ça va me donner alpha moins 1 fois alpha, c'est tout simplement 1 point U. Donc ça va entraîner que 1 point U égale vecteur nul. Mais 1 point U, c'est U, ce qui achève la preuve. Voilà. Par analogie à la notion de sous-groupe, si vous vous rappelez, donc pour la question du groupe, on avait G groupe, d'accord? Et on avait une sous-partie H sous-ensemble de G, et on voulait savoir quand est-ce que H lui-même est là la structure de groupe, c'est-à-dire on va dire qu'il est sous-groupe. Si vous vous rappelez bien, nous avons démontré qu'une caractérisation, c'est que H soit non vide, et 2, c'est que si je prends XY dans H, alors je dois vérifier que XY moins 1, donc là je suppose que la loi est multiplicative, doit appartenir à H. Et ces deux choses-là étaient suffisantes pour conclure, donc H lui-même est un groupe. C'est-à-dire que là, on disait que H est un sous-groupe de G. Donc ici, de la même manière, donc on va considérer soit un espace vectoriel, soit E plus muni de points, un R espace vectoriel, un REV, et soit F, un ensemble qui est inclus dans E. Donc, on dira que, donc, c'est-à-dire là, on aimerait bien se poser la question, quand F menu de plus point, les lois induites, si vous voulez, de le grand espace, alors là, pour vous schématiser un petit peu, voilà E, voilà F. Je voudrais que cet ensemble-là, menu des deux lois, plus et point, interne et externe, soit lui-même un espace vectoriel. Donc, quand est-ce que, si vous voulez, F, menu de ces deux lois, est-il un espace vectoriel? Et aussi un REV. Donc, la réponse, ça vient par une caractérisation semblable à celle des groupes. Donc, caractérisation, réponse, si et seulement si, je dois vérifier deux choses. 1, qu'il soit non vide. 2, au lieu d'avoir là, si vous vous rappelez, donc, comme je l'ai dit, xy moins 1 appartient à h, là, puisqu'on a une loi externe, une loi interne. Donc, je dois avoir, si vous voulez, stabilité par la loi plus, stabilité par la loi point. On va combiner ces deux choses-là en disant que la combinaison alpha u plus bêta v point v, alors là, c'est la loi externe, et lui-même reste dans f, bien sûr, là, sachant que, alors là, je vais l'ajouter, quel que soit uv dans f, et quel que soit alpha bêta scalaire dans R. Retenez bien, s'il vous plaît, que donc la réponse à notre question de structure vectorielle d'une partie, ça va être
dominer, si vous voulez, dans les problèmes que l'on a à résoudre par vérifier deux points. Non vide, stable par combinaison linéaire. Si oui, dans ce cas-là, nous dirons que F est un sous-espace vectoriel. Est un sous-espace vectoriel de l'espace E. Voilà. Maintenant par des exemples, comme vous pouvez encore trouver des contre-exemples du sous-espace vectoriel que je vais noter ici F, regardez bien s'il vous plaît, du grand espace vectoriel que l'on suppose que la structure est celle d'un espace vectoriel. Alors voilà le premier exemple, là c'est l'ensemble des fonctions de R vers R. Et on va considérer le sous-ensemble des fonctions paires. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, alors là, c'est la solution de l'exemple 1. Est-ce que cet ensemble-là, il est non vide? Cherchez bien. Bien sûr, certainement, vous pouvez me dire que toute fonction constante, elle est paire. Regardez que l'axe, là, des ordonnées est bien un axe de symétrie. Alors là, par exemple, donc je peux dire soit H défini par H de x égale à 1, alors H, l'élément maintenant, c'est la fonction, il appartient bien à f, donc f elle est non vide. D'où la première partie de la caractérisation. Bon, bien sûr, vous allez dire soit h, la fonction, etc., etc. Deuxièmement, pour vérifier la stabilité par combinaison linéaire, je vais prendre deux éléments. Soit fg dans grand F, c'est-à-dire les deux ils sont paires, et soit alpha, bêta, deux scalaires. Alors, étudions cette fonction-là. Alpha f plus bêta g. Est-elle paire, cette fonction? Pour le savoir, je vais calculer son élément x. Alors, j'applique les propriétés de la définition. Ça me fait ça. Alpha f, essayez de faire doucement, s'il vous plaît, pour ne pas aller très très vite. Plus bêta g, le tout de x. Et là, je continue ces opérations-là, ça va me faire alpha f de x plus bêta. Là, c'est les règles de définition imposent que je fasse ces calculs-là. Maintenant, puisque f elle est paire, donc ça va me faire alpha f de moins x. Bien sûr, notez bien que R est symétrique. Plus bêta g de moins x. Et ceci, en revenant à la définition, si vous voulez, de la somme, donc ça doit me faire la alpha f de moins x plus bêta g de moins x, et qui va me donner finalement alpha f plus bêta g de moins x. En combinant, je vais donc dire que la fonction alpha f plus bêta g est bien une fonction qui est paire. D'où alpha f plus bêta g est un élément de f. Par suite, d'après les deux caractérisations, d'après les deux propriétés, ceci implique que f est un sous-EV, sous-espace vectoriel de f, c'est-à-dire qu'il a lui-même la structure d'espace vectoriel. Prenez un petit peu le temps, s'il vous plaît, de faire les deux. Alors, enchaînons la solution des exemples. Alors là, cet ensemble-là, c'est très important. C'est l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficient dans R. Donc, il faut imaginer tous les polynômes de degrés, comme vous voulez, qui sont là-dedans. Soit, pour restreindre, vous pouvez prendre en compte seulement les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, avec n fixé. Alors, dans ce cas-là, vous voyez bien que cet ensemble-là, vous pouvez facilement confectionner un polynôme tel que son coefficient constant. Ça, c'est le coefficient constant, P de 0, égal à 3. Mais ce n'est pas suffisant parce que si vous prenez l'opposé de ce polynôme, vous aurez tout simplement moins P de 0 égale à moins 3. Donc, si P appartient à F, alors moins P n'appartient pas à F. Donc, ça serait pas un sous-espace vectoriel. Donc, voilà donc un contre-exemple. Ça, c'est non. Ce n'est pas un espace vectoriel. Je vous laisse faire ce calcul-là. Donc, chercher un polynôme
qui vérifie ces conditions-là, de construire de manière simple pour dire que f est non vide, puis regarder s'il est stable par combinaison linéaire. Et finalement, revenons à cet ensemble-là pour l'expliquer. Ça, c'est l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle fermé 0, 1 et à valeur, bien sûr, dans R. Alors, on va vous donner, puisque toutes les fonctions ne doivent pas vérifier forcément ça, donc vous voyez que f, c'est une partie stricte de ce grand ensemble-là. Alors, pour étudier ici les sous-espaces, bien sûr, on va commencer par chercher quel est non vide. Alors, à votre avis, pourquoi f est non vide? Voici une question. Pourquoi ça? C'est-à-dire, vous devez chercher une fonction qui soit continue sur cet intervalle-là et dont l'intégrale de 0 à 1 f de t dt égale à 0. Je vous laisse chercher. Je suppose que vous allez prendre le temps. Donc, je peux commencer peut-être par dire, si j'essaye par un polynôme, je ne sais pas si... Mais, toute recherche faite, je pense que vous aurez l'exemple. Par exemple, là, si je voudrais réfléchir à une fonction sinus dont la primitive c'est sinus, pour qu'il s'annule les deux bornes, donc je peux réfléchir par tenir cosinus. Donc d'abord par prendre cosinus. Donc si je prends f de t égale cosinus de t, j'aimerais bien que si je fasse sa primitive, ça va être égal à 0. Mais là, cosinus de t seul, sa primitive, ça va me donner sinus. Mais sinus, il s'annule en 0, c'est bien, mais rien ne m'assure qu'il s'annule au point 1. Pour cette raison-là, je vais réguler par une constante et puis par prendre carrément cosinus de pi t. Alors f, bien sûr, il est continu, il appartient bien à grand F. Pourquoi? Parce que l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1, ça doit vous faire donc 1 sur pi. Et là, une primitive, c'est sinus de pi t. Et là, entre les bornes 0 et 1, voilà, j'obtiens ce que je veux. Donc, c'est 0 moins 0. Il est égal à 0. Maintenant, je vous laisse le soin. Donc, si je prends hg, bien sûr, là, ça devient clair. Et alpha, bêta dans R. Alors, pourquoi alpha g plus bêta, alpha h plus bêta g est dans F? C'est tout simplement, il vous reste à vérifier cette condition-là. Alpha h de t plus bêta g de t, je suis allé un petit peu vite. Bien sûr, ça d'après les propriétés de la linéarité de l'intégrale. Donc, ça doit vous faire l'intégrale de f de t dt plus bêta, l'intégrale de 0 à 1, g de t dt. Et comme ça, c'est 0, ça et c'est 0, le total, c'est 0. Donc, c'est bien un sous-espace vectoriel.